Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du jeudi, à savoir la suite de Le Lion, fils de la forêt, la grande saga de l'été, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Après, est-ce que ce sera une tradition comme ça tous les ans de vous faire un roman? Voilà, alors je sais pas si je vais continuer ça régulièrement. C'est vrai que les vidéos lors du jeudi, je préfère les faire, enfin j'aime bien les faire sur de l'actualité. Après, il faut avoir matière aussi, hein. Donc là, un roman, c'est vrai que c'est très dense, hein, et comme je vous le détaille chapitre par chapitre, j'ai vraiment de quoi faire plein de vidéos. Alors l'avantage, c'est que du coup, je peux faire plein de vidéos. L'inconvénient, c'est que, eh bien, c'est long, hein, donc ça fait beaucoup de travail. Et puis voilà, comme il y a d'autres choses qui peuvent arriver, qui viennent s'interposer. D'ailleurs, je ne sais pas encore exactement cette vidéo, si elle est sortie avant ou après quelque chose d'autre, donc on verra bien. En tout cas, vous êtes sur cette vidéo. Si vous avez commencé par cette vidéo, regardez la playlist qui est ici. Vous aurez le début, tous les premiers chapitres, et c'est indispensable, évidemment. Vous ne pouvez pas le prendre en cours, ce serait inintéressant. Enfin, ce serait intéressant, mais vous manqueriez vraiment beaucoup d'informations. Comme d'habitude, merci énormément à vous qui me suivez sur Tipeee. Grâce à vous, je peux me permettre de continuer ce genre de vidéos. Vous avez en contrepartie la vidéo en avance, la vidéo sans publicité et la vidéo en format podcast directement sur Tipeee. Voilà. Alors, on y va. C'est parti pour le chapitre, je ne sais plus tellement, il y en a 24. Alors on se retrouve avec Zabriel. Donc Zabriel, toujours émissaire de Lionel Johnson. Donc cette fois-ci, il est tout seul. Il est dans un vaisseau de classe Cobra. Donc ce sont les plus petits vaisseaux qu'on a dans Battlefleet Gothic, mais les plus petits vaisseaux qui sont capables de voyager à travers le warp. Alors, il n'y a pas besoin de flotte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin, a priori, de faire de combat spatial. La mission de Zabriel, aller retrouver ses frères déchus. Hein, il a déjà commencé. C'est lui qui est justement en charge de cette chose-là. Hein, et il va continuer. Après les premières retrouvailles, eh bien, il continue. C'est lui qui est aussi le plus expérimenté. Alors après, on peut aussi se poser la question de pourquoi ce n'est pas le lion qui va directement rencontrer comme ça ses fils. Et on pourra gagner du temps, hein, techniquement. Mais voilà, en tout cas, il y a cette prudence de la part du lion d'envoyer d'abord un émissaire et de dire voilà, est-ce que tu veux, peut-être pour éviter un conflit. Alors au-delà de ça, même si il y a deux hypothèses, il y a l'hypothèse un peu commerciale, mercantile, de se dire qu'il y a plus de chapitres à écrire et que l'histoire est un peu plus dense si on fait intervenir un intermédiaire. Et après, il y a l'image un peu plus romanesque de se dire que peut-être le lion en fait souhaite éviter le conflit et qu'il ne pourrait pas éviter le conflit avec un de ses fils qui serait passé du côté du chaos et que pour leur éviter à nouveau de rentrer en conflit et puis peut-être pour éviter de devoir tuer à nouveau un de ses fils, il préfère envoyer un émissaire, quitte à ce que ce soit Zabriel du coup qui passe sur le fil de l'épée tronçonneuse du traître. Bon, ça c'est un autre aspect du jeu. En tout cas, le fait est que Zabriel se rapproche et il a justement un seul vaisseau. Alors, il arrive dans un système, alors je ne vais pas trop le détailler, mais c'est un système dans lequel vous avez une géante gazeuse, il y avait des plateformes orbitales dans lesquelles la noblesse était. Bon, ces plateformes se sont retrouvées attaquées par des pirates Xénos, donc on pense bien sûr aux Drukhari. Ceux qui restaient, eh bien, ont préféré quitter la station, donc c'est des stations plus ou moins vides. Voilà. Il y a d'autres planètes, une planète avec une lune, on nous parle d'une lune un petit peu étrange, où les vaisseaux disparaissent dès qu'ils approchent de cette zone-là, donc une zone un petit peu dangereuse. Et puis, il y a les lunes de la géante gazeuse, qui, elles, eh bien, sont toujours du côté de l'Imperium, en tout cas c'est comme ça qu'elles se proclament, aux dernières nouvelles depuis l'ouverture de la cicatrice maledictum. Au passage, je trouve que c'est très intéressant à chaque fois de nous rappeler que l'Imperium est vraiment une place très dangereuse, et ça c'est quelque chose qui nous met toujours un petit peu sous pression, parce que l'Imperium, moi, depuis que je joue à Warhammer 40 000, depuis que je connais le monde de Warhammer 40 000, je l'ai connu sans la cicatrice maledictum et je l'ai connu un peu fort, c'est-à-dire que vous êtes dans l'Imperium, tous les mondes sont un seul groupe uni, plus ou moins, même si de temps en temps il peut y avoir des gouverneurs planétaires qui, voilà, joueraient pas vraiment le jeu, mais en tout cas on a quelque chose d'uni, alors que là on a vraiment cette vision d'un tas de mondes qui sont isolés, des îlots, et qui essaient vraiment de survivre face aux pirates, face aux Xénos, face aux forces du chaos, et qui essaient tant bien que même
bien, voilà, de rester fidèle à l'Imperium dans les limites possibles, parce que, eh bien oui, s'il faut, encore une fois, on l'a vu avec Borz, s'il faut piller pour survivre en restant fidèle, et bien voilà, on va piller quand même malgré tout. Donc, eh bien, Zabriel arrive et établit directement le contact. Et il annonce très ouvertement, je suis Zabriel, représentant de Lionel Johnson, je souhaite rencontrer directement vos instances dirigeantes. Alors l'attitude de la flotte de défense, au début, elle était ouvertement un peu belliqueuse. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont persuadés, hein, il n'y a qu'un seul destroyer de type Cobra, c'est vraiment le plus petit vaisseau. Ils savent que leur force, eh bien, écrasera sans aucun doute ce vaisseau-là, donc ils sont très présomptueux. Par contre, en entendant les mots de Zabriel, en entendant la référence à Lionel Johnson, eh bien, il voit le représentant des défenses planétaires qui tout d'un coup blêmit, et puis sourit, et puis s'exclame « Formidable, c'est incroyable !» Eh bien, le Seigneur, le ciel, a dit qu'à chaque fois qu'il y avait un Dark Angel qui devait arriver, nous devions le prévenir. C'est formidable qu'il y ait encore un autre Dark Angel qui vienne nous protéger. Je vais l'informer directement. Alors Zabriel, depuis 400 ans, il est habitué à garder ce masque, Poker Face. Il reste impassible, mais il se dit, tiens, le ciel, ça ne me dit rien, je ne connais pas ce nom. Est-ce que c'est un Dark Angel? Oui, parce que le représentant des forces planétaires a dit, c'est un autre Dark Angel qui arrive quand il y a un autre Dark Angel, donc du coup c'est un Dark Angel. Maintenant, est-ce que c'est un Dark Angel de jadis, ou est-ce que c'est un nouveau Dark Angel et un Dark Angel moderne qui, lui, n'a pas du tout la même perception de l'Imperium, de la galaxie? Et pourquoi un déchu ouvertement prendrait le risque, eh bien, de dire qu'il appartient au Dark Angel et prendrait les commandements d'un monde de l'Imperium? C'est plutôt assez étonnant. Et autre possibilité, peut-être que c'est un Dark Angel nouveau, un des nouveaux Dark Angel, et que peut-être, eh bien, il s'est retrouvé isolé sur cette planète et qu'il a décidé d'assumer à lui seul le commandement. En tout cas, une chose est sûre, aux yeux de Zabriel, c'est qu'il ne faut pas montrer aucunement le doute. Donc, pour jouer un petit peu la montre, il dit « Ah, il y a mes frères parmi vous? Très bien, je n'étais pas informé. Mettez-moi en contact directement avec eux, dites-leur que j'arrive. » Petit signe pour couper la communication, parce qu'il a vu que le membre des défenses avait un petit soubresaut. Lui, par contre, ne devait pas avoir le poker face, et du coup, il dit oui, mais, et voilà. Hop, coupure du Vox. Pourquoi? Parce que Zabriel doit être l'incarnation de ce qu'il dit. L'incarnation de ce qu'il dit, c'est la présence de Lionel Johnson par son intermédiaire. Alors, pour ce faire, il a avec lui un hologramme, en fait, une vidéo enregistrée sur hologramme, où, eh bien, on voit Lionel Johnson qui dit « Si vous entendez ce message, je suis Lionel Johnson, Primarque, je suis de retour, et Zabriel que vous avez devant vous détient mon autorité, il est le représentant de mon autorité, vous lui devez obéissance. » Alors on a la capitaine du vaisseau Cobra qui lui dit « Mais vous n'avez pas peur d'être un petit peu belliqueux parce que bon, j'ai aucune chance de lutter contre tous les différents vaisseaux, je ne suis qu'un seul vaisseau face à une flotte, donc ça me paraît un petit peu cavalier comme approche. » Alors le Vox se rallume, et c'est la réponse des forces de défense planétaire, qui disent « Eh bien, vous avez l'autorisation d'atterrir, nous avons averti le Seigneur Lone-Ciel et Galad, ils vous attendent tous les deux. » Là encore une fois, stupéfaction chez Zabriel, parce que ce n'est pas un, mais deux déchus qui sont là. Alors, eh bien, Borz lui a signalé en fait ces planètes. C'est Borz qui lui a dit qu'il trouverait vraisemblablement un déchu, mais il n'avait parlé que d'un déchu. Alors, il repense à cet état de fait et il repense au fait que Borz n'a pas l'air d'avoir cherché activement à retrouver ses frères déchus, et il comprend pourquoi, parce que lui-même, en fait, ça le replonge dans ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu, c'était cette incertitude. Il a cette incertitude. Est-ce que le lion les a trahis? Oui, ça c'est la première chose auquel il pense, parce que lui-même se sent honnête vis-à-vis de l'Imperium, et tout d'un coup le lion revient et puis les attaque.
Maintenant, eh bien, avec le temps, il a commencé à douter de ces choses-là et il s'est dit peut-être qu'au final, eh bien, j'étais le seul à ne pas être perverti. Il a rencontré d'autres déchus. On parle de Palaviel, un des premiers déchus qu'il a rencontré, et lui s'adonnait à des rites un peu ésotériques, voire chaotiques, et il a préféré prendre ses distances. Et au final, eh bien, ça l'a fait réfléchir. Il s'est dit peut-être que j'ai été aveugle et qu'en fait, il y avait des cultes sur la planète, notre planète qui a toujours été, enfin les Dark Angels ont toujours été un peu sur le sceau du secret, eh bien peut-être que j'ai été aveugle et qu'en effet le lion ne nous a pas trahis et que c'est nous qui avions trahi le lion. Et en fait, Borz, c'est un peu ce même sentiment, c'est ce que projette Zabriel. Il se dit Borz doit être dans la même situation, il doit douter et au final il doit bien se rendre compte que plus il va rencontrer de déchus, ou en tout cas de Dark Angel qui viennent de la chute de Caliban, qui ont été envoyés à travers le temps et l'espace, plus il a de chances de rencontrer ceux qui avaient effectivement trahi et de ressentir un peu tout ce poids. Parce que Zabriel l'explique, même s'ils ne connaissent pas la peur, ils connaissent le doute, les craintes, et ils ne sont pas moins qu'humains que d'autres pour ressentir eh bien, cette frustration, ressasser leurs erreurs, être mis devant leurs erreurs, c'est aussi quelque chose qu'ils redoutent, même s'ils ne connaissent pas la peur, ils ont eh bien, la crainte d'être mis devant le passé. Et le passé, c'est aussi leur frère d'armes qu'ils retrouvent. C'est pour ça que beaucoup de déchus préfèrent vivre en solitaire et ne cherchent pas à retrouver en fait leur frère. Donc là, Zabriel le fait, mais ce n'est pas une quête volontaire, c'est parce que c'est la mission maintenant qu'il a en tant que Dark Angel, en tant qu'Apsu, en tant que représentant du lion. Il se doit de retrouver les déchus, si possible les Apsu, enfin pas lui-même, mais de par le faire rencontrer le lion pour qu'il passe Apsu et qu'il reforme plus ou moins les Dark Angels. Donc cette mission, il la prend, mais il se rappelle que Borz, sans doute, on a l'impression que ce n'était pas vraiment sa vocation et qu'il s'est retrouvé à la tête de cette flotte et à la tête de plusieurs déchus, parce que c'est lui le capitaine de cette flotte, alors que ce n'était pas sa volonté. Donc il repense à tout ça et il se dit encore, mais pourquoi ces deux Dark Angels, encore une fois, annoncent aussi ouvertement qu'ils sont là. Alors peut-être pense-t-il qu'avec les Tempête Warp maintenant, ils n'ont plus rien à craindre, ou pas, on verra. En tout cas, les questions se posent, il avance, et encore une fois, le vaisseau lui dit, mais vous avez été encore une fois très présomptueux, pourquoi la jouer de cette façon-là, pourquoi ne pas être un peu plus humble? Zabriel de lui répondre, la confiance a toujours été une denrée rare pour ma légion, et encore plus maintenant. C'est un trait de caractère que nous tenons de notre père. Je ne veux pas attendre pendant que mes frères de bataille échafaudent des théories fantaisistes quant à nos intentions. Je veux qu'il soit bien clair dans leurs esprits que je ne me suis pas contenté d'invoquer le nom du lion en vain, mais que je suis convaincu de ce que j'avance. Si je tergiverse, je remets en doute leur volonté de se soumettre à l'autorité du lion, et par contre-coup, je laisse penser que moi non plus, je ne pourrais pas croire qu'il s'agisse réellement du primarque. Si j'agis comme s'il était envisageable qu'ils refusent ma requête, eh bien, il est probable qu'ils acceptent de me rencontrer, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi je me comporte de la sorte, alors que le rapport de force nous est très défavorable. Donc ce passage, j'ai préféré vous le lire, parce que c'est tout l'intérêt de ce passage. Alors, pour le retraduire, l'idée est simple, c'est que Zabriel veut jouer la carte de « je suis dans la pleine possession du pouvoir » parce que je suis l'intermédiaire de Lionel Johnson et que vous devez me reconnaître parce que vous êtes des Dark Angels aussi et que vous reconnaissez l'autorité du lion. Si je commence à douter et à devoir remettre en cause un état absolu, une vérité, eh bien je vous donne à tergiverser et je vous fais penser que peut-être moi-même, au fond de moi, je doute que le lion soit bel et bien de retour, peut-être que c'est une supercherie. Non, il faut agir comme c'est le cas, c'est-à-dire je suis persuadé que je suis dans mon bon droit, Lionel Johnson est de retour, vous êtes des Dark Angels, je viens vous chercher, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Alors la capitaine du vaisseau, eh bien, sourit et dit, bah tiens, c'est une tactique très provocante, mais en tout cas, les dés sont jetés. Je vous ai préparé une navette. Est-ce que vous voulez aussi une escorte humaine ?
Zabriel lui répond non, parce que si moi-même, en tant que post-humain, je n'arrive pas à les convaincre, je ne vois pas ce que rajouteraient d'autres individus. Donc, pendant qu'il descend dans cette navette, à la rencontre de ses frères d'Archangel, eh bien, les questions continuent de se poser. Vont-ils rejoindre Lionel Johnson? Vont-ils l'attaquer? En tout cas, lui se tient prêt, donc il est équipé dans son armure, il est équipé de ses pistolets bolteurs, il a son épée tronçonneuse. Par contre, il a gardé son casque accroché à sa ceinture. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer qu'il est prêt à se battre, mais il vient montrer aussi qu'il n'y a aucune raison de se battre, donc pas la peine de venir avec son armure au complet et surtout le casque mis, ça souvent c'est quelque chose de très expressif. Si vous avez votre casque, eh bien forcément c'est que vous avez envie d'en découdre, alors que si vous avez votre casque négligemment à la ceinture, vous êtes préparé au cas où il faudrait, mais vous n'êtes pas dans une condition où vous êtes dans la volonté de vous battre. Donc, première question, sont-ils des Dark Angels de l'époque de l'hérésie d'Horus ou sont-ils des nouveaux Dark Angels? Eh bien la réponse se fait tout de suite. Dès qu'il les voit, il voit en fait une armure cataphractie, donc une armure tactique Dreadnought cataphractie, magnifiquement ouvragée, et il nous dit que c'est l'une des plus belles armures que la Légion a pu produire en son temps. Donc on a un individu qui est un vrai géant, donc un géant pour les Space Marines, c'est-à-dire s'il est vraiment immense. Donc ce personnage, c'est Lonciel. Lonciel, il est équipé d'une grande épée, aussi grande qu'un être humain. Ce qu'il remarque aussi sur son armure, c'est qu'il a le bras couleur os. Ce qui signifie que, eh bien, il a sauvé un de ses frères de bataille en s'interposant, et cette blessure qu'il a au bras, eh bien, a sauvé la vie d'un de ses frères. Donc, son armure a été repeinte pour signifier ce courage, cette abnégation. À côté de lui, il y a un autre personnage, Galad sans doute, qui est en armure MK3, qui est beaucoup plus taciturne et qui ne dit rien. Donc, Zabriel attend même pas que la rampe est finie de se déployer, il saute directement, il arrive, je suis Zabriel, je suis représentant de Lionel Johnson. Et donc, le premier à répondre, c'est Lonciel. Lonciel qui lui dit « Je suis le chevalier sergent Lonciel de la première escouade, 24e chapitre », répondit-il. Il se tourne vers Galad. « Je suis Galad ». Zabriel reste dans l'expectative et Lonciel de lui dire « Mon ami a décidé que les titres ne valaient plus rien. Pourquoi? Car nous ne faisons plus partie des Dark Angels, nous ne commandons plus personne et surtout, nous ne sommes aux ordres de personne. C'est pour ça que ces titres n'ont aucun sens. » Affirmatif. Pourtant, il sent que cette discussion a été le fruit de longs débats entre les deux amis et que depuis des années, Lonciel a décidé que les titres valaient et que Galad, lui, a décidé que le passé devait rester dans le passé. En tout cas, Zabriel s'étonne et dit « Mais vous me dites que vous ne contrôlez plus personne, pourtant vous êtes à la tête des défenses de cette planète et vous êtes les seigneurs de ces mondes. » Lonciel explique brièvement que leur volonté, c'est de protéger les mortels qui sont ici. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, que j'ai noté dans le livre, c'est que souvent les Space Marines parlent des humains comme en disant les mortels. Et nous avons nos frères et nous avons les mortels à protéger. Et ce statut sur lequel ils se donnent, tandis que les Space Marines sont censément mortels aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Je ne l'ai jamais noté aussi profondément que c'est ancré dans ce livre-là. Donc à voir si c'est vraiment fait exprès, à voir si c'est un petit tic, une petite habitude de l'auteur. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on a souvent cet indicatif, les mortels, tout simplement pour parler des humains. Et je ne suis pas certain, et je suis quasiment sûr que Lionel Johnson ne parle plus des humains, qui sont des humains classiques, dans ces termes-là. Là, il y a aussi peut-être une différence et un cheminement de pensée qui est plus proche pour Lionel Johnson, et peut-être que l'idée, elle est là aussi, c'est de faire un contraste entre Lionel Johnson, qui a vraiment été au-delà, qui considère l'humanité à protéger, et vraiment ses fils qui sont entre les deux stades et qui se considèrent quand même supérieurs à l'humanité en parlant des autres comme de simples mortels. Bon voilà, je referme la parenthèse. Donc Zabriel va directement à l'essentiel et leur dit « Je suis là pour le lion, acceptez-vous de revenir vous battre pour lui ». Alors, eh bien Galad doute un peu, reste fermé et lui dit « Mais as-tu des preuves que le Primarque est vraiment de retour ?» Zabriel simplement sort son hologramme et l'hologramme s'active. « Je suis Lionel Johnson, Primarque des Dark Angels et fils de l'Empereur. Si vous voyez ce message, alors sachez que son porteur, Zabriel, est mon émissaire. » Et là, on voit l'image en fait du Primarque
qui s'élargit et on voit à quel point Zabriel est petit par rapport à Lionel Johnson. Donc bien sûr Zabriel est équipé de son armure complète, tel qu'il est actuellement équipé, mais il a ôté son casque pour qu'on le reconnaisse. Et Lionel Johnson, eh bien ses traits ont vraiment changé, il est beaucoup plus vieux. C'est quelque chose qui surprend les Space Marines, mais bien évidemment, ils ont la capacité de reconnaître au-delà des rides, au-delà des traits changés, la carrure, évidemment, la posture et l'intonation de voix, le regard, tout ce qui fait de Lionel Johnson ce qu'il est. Et instantanément, ils savent que c'est la réalité. Lionel Johnson s'exprime vraiment devant nous. J'ai été absent pendant 100 siècles et à mon retour, je retrouve un impérium en plein désarroi. Je ne viens pas à vous pour imposer ma volonté de régner et je n'ai aucun souhait de m'ériger en tant qu'empereur, régent ou tout autre titre. Mon devoir consiste simplement à protéger l'humanité contre les périls tapis dans les ténèbres. Le protectorat du Lion est centré sur le monde d'Avalus. Tous ceux qui désirent nous rejoindre n'ont qu'à nous contacter et nous viendrons à vous si nous le pouvons. J'ai conscience que mes fils sont disséminés à travers toute la galaxie. Certains vivent dans le secret, d'autres à visage découvert, mais je ne souhaite pas rouvrir les plaies du passé. J'appelle tous les Space Marines de la lignée des Dark Angels à me rejoindre, car la galaxie et moi avons besoin de vous, aujourd'hui plus que jamais. Si vos cœurs sont purs, alors nous trouverons une place pour vous dans cette entreprise. Et le message continue avec le visage de Lionel Johnson qui se fait plus dur. Mais sachez également que même si je ne cherche pas à régner sur toute ou partie de l'Imperium, je n'en demeure pas moins le seigneur de la première. Tous les actes accomplis par mes fils le sont en mon nom. Tous les jugements et châtiments doivent être suspendus jusqu'à ce que je sois moi-même en mesure de me prononcer à leur sujet. N'essayez pas d'anticiper mes décisions avant de m'avoir consulté, mes fils. Il y a déjà eu trop de malentendus par le passé. Fin de la transmission. Alors, évidemment, les deux Dark Angels reconnaissent la véracité de ce message. Maintenant, ils ont le doute quand même, surtout Galad, parce que Galad se rappelle à quel point l'humeur du lion pouvait être changeante. Donc il dit « Je ne doute pas que ce soit le lion, mais j'ai un doute sur son message. » Alors Zabriel de le rassurer, mais le lion ne ment pas, le lion a toujours été droit. Alors certes, il avait sa zone de mystère, ses secrets, mais jamais il n'a menti, jamais il n'a eu besoin de travestir la vérité. Il n'a pas tout dit, mais il ne travestit pas la vérité. Et je peux t'assurer qu'en étant à ses côtés, c'est sa volonté. Il ne veut pas régner, mais il propose simplement à chacun de le rejoindre dans sa mission, qui est toujours de défendre l'Imperium et l'humanité. Alors le ciel, lui, sa décision est déjà prise. On sent qu'il est prêt à partir. Il dit, mais Galad, il n'y a de toute façon aucune échappatoire. Nous savions qu'à un moment donné, nous serions confrontés à ce choix. Ce choix, nous y avons déjà réfléchi, étant donné que nous savions que si une force de l'Imperium venait réclamer ces lunes dans le giron de l'Imperium, nous n'aurions d'autre choix que de céder le commandement. Nous ne sommes que des Space Marines, nous n'avons pas vocation à régner sur ces mondes. Nous avons défendu ces mondes. Maintenant, le moment est venu de rejoindre quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous permettra de défendre l'humanité et pas simplement d'attendre la mort dans ces lunes en les défendant. Alors Galad, malgré tout, hésite encore parce qu'il y a toujours cette volonté de défendre. Il a fait oui, mais nous avons promis à ces gens de le défendre. Et là, on retrouve un peu le parallèle avec Zabriel, la dernière, vous savez, c'est souvent ce qu'on appelle la dernière objection. C'est on est presque décidé, on sait ce qu'on a choisi, mais il y a toujours une dernière petite injonction. Oui, mais imaginons, et là c'est la même chose, oui, mais nous devons les défendre. Alors l'Uncel lui dit, mais de quelle façon on peut plus les défendre en étant nous deux seuls et uniques ou en étant dans le protectorat du lion et en ayant un primarque pour leur défendre? Écoute, je pense que c'est vraiment le bon choix. Malgré tout, Galad a une dernière objection et dit, mais si le lion ne cherchait qu'à nous juger et à nous punir, eh bien, mon frère, à ce moment-là, quel droit aurions-nous de nous refuser à ce jugement simplement pour protéger notre vie en contrepartie de ne pas proposer une défense bien plus efficace à tous ces humains que nous avons décidé de protéger sur ces lunes? Et puis, je te connais, je sais que tu n'as pas peur pour ta vie, tu as de nombreuses fois voulu échanger ta vie pour protéger la mienne. Je sais que ce n'est qu'une vague interrogation, nous devons faire ce choix, nous l'avons déjà fait. Je vais rejoindre Lionel Johnson. Et Galad lui met alors une main sur l'épaule de façon très fraternelle et lui dit « Très bien mon frère, je t'accompagnerai dans ce choix. »
Et ils se retournent vers Zabriel et lui disent « Est-ce que tu as envie de rencontrer aussi notre troisième frère ?» Zabriel s'étonne et dit « Mais déjà, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul déchu. Là, j'apprends que vous êtes deux. Je ne savais pas qu'il n'y avait plus un troisième. » Alors, ils lui disent « Oui, mais tu vas être un petit peu déçu car notre frère, en fait, nous a rejoints, mais il a complètement changé. Il a détourné le regard de l'Imperium. Il a décidé de tourner le dos à ce qu'il était une arme de l'Imperium. Il a décidé maintenant de ne plus prendre les armes et il s'est isolé dans une des montagnes de la Lune. Si tu veux, nous pouvons t'envoyer le voir. Est-ce que tu désires le voir ?» Zabriel dit « C'est ma mission. Le lion m'a confié cette mission, rencontrer tous les déchus, leur proposer de le rejoindre. » Alors, encore une fois, les frères lui disent « Mais tu auras vraiment du mal à le convaincre. Hein. Nous avons essayé, mais il a vraiment fait son choix. » Zabriel dit « Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour proposer. Telle est ma mission. Le lion m'a demandé de proposer à chacun de vous de nous rejoindre. Maintenant, c'est à lui de faire son choix. Rejoindre ou pas. » Voilà, alors fin du chapitre, on voit qu'il y a de plus en plus de déchus, que la force de Lewin Johnson va être de plus en plus grande. Alors, je pense que bientôt, on va en perdre pas mal, hein, parce que là, on commence à en gagner vraiment beaucoup. Je pense que scénaristiquement, ça va être le moment où il va y avoir un petit peu des dissensions. Alors, est-ce que au sein de ces déchus, ils sont tous vraiment en allégeance pour Lewin Johnson? Est-ce que certains sont de l'Alpha Légion? Est-ce que certains sont des Dark Angels qui vivent pour justement donner des informations, retrouver les déchus dans la traque des déchus? Est-ce que certains sont des agents dormants? C'est assez difficile de percevoir les choses, surtout que certains ont pas mal de parts de mystère. En tout cas, toujours est-il que la force continue de grandir. Donc, on a aussi une autre vision de ce que peuvent être les déchus. Alors moi, honnêtement, je continue à me poser la même question que Zabriel. Pourquoi ces deux déchus ont-ils choisi d'œuvrer ouvertement ? Parce que, eh bien, Zabriel repense à toutes les fois où il a été chassé par les Dark Angels et par les descendants des Dark Angels, tous les chapitres successeurs, et de nombreuses fois, il a failli vraiment être capturé, et on sait que le sort funeste de ceux qui sont capturés par les Dark Angels. Donc, il a vraiment ce petit doute. Alors, à un moment donné, il s'est dit peut-être que ça cache en fait des choses et que derrière cette façade de Dark Angel, il y a un culte qui est voué, ce genre de choses. Alors, je vous ai dit qu'il ne reconnaissait pas le nom de Lonciel. Pourtant, Lonciel, lui, il a une capacité, c'est qu'il a une mémoire extrêmement forte. Et il lui dit, rappelle-toi, Zabriel, nous avons combattu ensemble sur telle planète, tel endroit, pendant tant de temps, j'ai vu ton nom dans un manifeste, tu étais à tel endroit et tu as fait ça. Et c'est ce qui a conforté en fait Zabriel dans l'idée de se dire, oui, au final, ça doit être un Dark Angel, en tout cas, parce qu'il se rappelle comment aurait-il avoir cette information-là. Maintenant, on peut toujours imaginer que si c'est de l'Alpha Légion, ce genre de choses, eh bien, ils ont accès à une information et que c'est ce qui permet justement de retrouver les choses ici. Mais bon, en tout cas, on est dans l'expectative. Ce que je pense vraiment, c'est que ça va être assez intéressant. Vraiment, Baylor. Baylor, c'est celui qu'on a vu en deuxième aspect. Quelle va être encore une fois son allégeance? Est-ce qu'elle va aller du côté du lion ou pas? Va-t-il tuer d'autres déchus pour peut-être après se faire pardonner ou pas, ou ne pas se faire pardonner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera vraiment la grosse interrogation du livre. Après, jusqu'où ça va aller pour Lionel Johnson? Ça aussi, c'est une interrogation que je me pose. Est-ce qu'il va enfin trouver la bonne question à poser au roi, celui qu'il rencontre à chaque fois dans le château quand il est dans la forêt de Caliban? Eh bien, vous le saurez peut-être dans le prochain épisode et dans le prochain chapitre que je vais m'empresser de lire. La flotte du Lion approche de la station Echo, qui est un point perdu au milieu de l'espace. Et il n'y a aucune raison pour laquelle une structure défensive aura été construite à cet endroit-là. Non seulement elle n'a aucune raison d'être dans ce lieu, mais elle n'a aucune existence humaine. Et oui, cette station spatiale, eh bien, même le lion qui a combattu à l'époque de l'hérésie d'Horus et qui a combattu de nombreuses espèces xéno ne reconnaît pas le style architectural. Alors on a une espèce de bulbe avec 5 bras qui s'étendent tout autour. Et cette station est a priori la station de ravitaillement de Borz. Alors le lion s'interroge, fait mais cette station n'a pas l'air humaine. Borz en effet dit oui, en effet elle n'est pas humaine, mais que voulez-vous? On est bien obligé de faire avec ce qu'on a. Alors c'est quelque chose qui est assez compliqué à admettre pour le primarque Lionel Johnson, parce que même si il a combattu lors de la grande croisade pour éradiquer les Xénos, eh bien, eux-mêmes, dans la première légion, les Dark Angels, ils étaient les dépositaires de certaines armes un peu exotiques
voire Xeno, et lui-même, en fait, même l'empereur a donné quelques armes à Lionel Johnson qui sont des armes d'origine Xeno. Alors, la seule chose qui fait la différence, c'est que le lion avait reçu ses armes de la part de l'empereur lui-même. C'est-à-dire que l'empereur avait avalisé l'utilisation de ces armes. Et là, l'empereur n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui parce qu'il prend conscience que l'empereur n'étant plus là, il doit se forger son propre chemin dans l'impérium. Il doit sortir de l'ombre de son père, prendre ses propres décisions. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il projette ça sur ses fils. Et oui, parce que Borz lui dit, effectivement, cette arme est un petit peu Xeno, mais si cette station n'était pas là, vous auriez eu bien du mal à vous sortir des forces du chaos en défendant la planète Avalus. Donc, on fait bien comme on peut avec les forces qui sont là. Et justement, c'est ce qu'il il se reprojette dans cette situation-là. Et effectivement, ses fils doivent prendre leurs propres décisions, étant donné que leur primarque avait disparu pendant 10 000 ans. Donc, qu'aurait-il fait à leur place? Peut-être aurait-il fait la même chose. En tout cas, même si ça ne lui plaît pas, il s'approche de cette station. Alors, la station, bizarrement, elle commence à émettre des signaux et les armes de défense se braquent sur leur vaisseau. Le Vox s'allume et on a un message directement qui s'adresse à Borz. C'est le frère capitaine Gen. Gen, Borz, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu n'amènes pas les laquais de l'Imperium avec toi. Borz de répondre, non, ne t'inquiète pas, et ne me dis pas que tu m'en veux pour la dernière fois. Et oui, parce que les flibusteries, justement, de Borz, ont été un petit peu partout, contre différents alliés, et même les anciens frères de la Première Légion. Alors, avant que ça n'aille plus loin, le lion intervient, parce qu'il sent que la situation peut devenir un petit peu belliqueuse. Je suis Lionel Johnson, et je pense que tu es le frère sergent Gen. Lionel Johnson? Ce traître! Non, et on sent une petite hésitation malgré tout, un petit tremblement dans la voix de Gen. Mais Luther m'a depuis nommé capitaine. Et le lion est un traître. Le lion lui répond, très bien, chevalier capitaine Gen. En tout cas, je suis certain d'être un loyaliste et tu n'es pas plus un traître que moi. Laisse-nous accoster. Alors on voit bien que Gen hésite un petit peu, et puis là, Borz rajoute, mais écoute, laisse-le au moins venir, rencontre-le, je t'assure que ses intentions sont bonnes, si je le suis, tu peux me faire confiance, malgré tout, tu sais que je ne te trahirai pas, donc laisse-nous au moins nous approcher. Gen réfléchit un petit peu, et le silence se fait. Alors le lion attend patiemment, parce que oui, il pourrait rajouter à l'argumentation, mais une chose est certaine, on peut toujours rajouter des mots, mais on ne peut pas enlever ce qui a été dit. Donc il attend patiemment. Gen finit par dire, bon, très bien, on accepte une seule navette, avec le lion, mais toi et tes pirates, restez loin de la station. Alors pendant le voyage, le lion repense à cette question d'utiliser les armes des Xénos. La volonté de l'empereur, de son père, c'était d'éradiquer toute espèce Xéno de la galaxie afin de protéger l'humanité. Maintenant, c'est un choix qui est difficile. L'Imperium n'est que l'ombre de lui-même. Le but ultime de l'empereur s'est échoué, en fait, grâce à, ou à cause de l'hérésie d'Horus. Donc ce rêve, à quoi bon le poursuivre, étant donné que ce n'est plus l'ombre de lui-même, celui qui était à la tête de ce rêve, dans quel état est-il? On ne sait pas trop sur l'état de l'empereur, donc que faire? En tout cas, défendre l'Imperium, ça c'est une certitude. Il repense malgré tout à un de ses frères, à nouveau, il est très mélancolique, c'est Lionel Johnson, il repense, à Leman Russ. Pourquoi Leman Russ? Parce que Leman Russ, en fait, même si il avait un tempérament très belliqueux, au moins, il ne passait pas trop de temps à se poser de questions. Et c'était, au final, une force de ne pas laisser la place au doute, même si parfois il se trompait, car ils étaient malgré tout, même en tant que primarques, ils étaient malgré tout humains quelque part, et ils pouvaient effectivement se tromper. Mais en tout cas, ils n'en laissaient rien paraître. Et il se rappelait aussi la disparité qu'il y avait entre les Dark Angels et les Space Wolves. Ce qu'il se rappelle surtout, c'était que quand l'empereur envoyait les Space Wolves, c'était qu'il voulait envoyer un message fort, un message clair, un message que tout le monde retiendrait, une punition, la punition de l'empereur que tous pourraient voir et se rappeler. Alors que quand il envoyait la première légion, les Dark Angels, c'était au contraire pour écraser une civilisation
un ennemi sans qu'on n'entende plus jamais parler de lui, afin de le faire disparaître des archives de la galaxie. Et cette différence, elle était très notable justement dans le tempérament de chacun des Primarques. On a Lionel Johnson et Leman Russ qui sont vraiment aux antipodes en termes de caractère. Malgré tout, ils avaient une mission, combattre encore une fois les ennemis de l'Empereur. Alors Lionel Johnson arrive sur cette station, et bien il a devant lui 7 Space Marines en armure complète avec leur casque, pareil comme pour eh bien, se présenter de façon très formelle. Alors ils n'ont pas leurs armes sorties, mais par contre ils sont bien évidemment équipés avec leur casque et leurs accessoires de combat. Lui-même est accompagné de Kay et de Locke qui l'accompagnent, étant donné que Borz n'avait pas le droit de venir. Il est aussi accompagné de la Garde du Lion. Eh oui, rappelez-vous, la Garde du Lion qui doit l'accompagner depuis pas mal de temps maintenant. Alors, il n'a certes pas besoin, ils n'ont aucune utilité, mais en fait, c'est avant tout à leur honneur qu'ils pensent. Ils pensent à quel point ils doivent être désemparés d'être si loin de chez eux dans cette galaxie qu'ils ont du mal à comprendre, avec des interactions de surhommes, des post-humains contre des post-humains qui se rassemblent, eux-mêmes étant loin de leur monde, seuls, c'est difficile pour eux. Donc, il a mis en place cette Garde du Lion et il les laisse les accompagner afin qu'au moins ils gardent leur dignité. Et là encore, on voit à quel point le lion est humain et a cette empathie envers tous ceux qui l'accompagnent. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être, encore une fois, très important et fortement nécessaire pour apprécier à leur juste valeur les déchus. Alors, quand ils s'avancent, certains commencent à parler. Alors, il y en a un, tout de suite, directement, il amorce « Vous êtes là pour nous tuer », mais sans aucune agressivité, juste de façon interrogative. Alors, le lion, évidemment, répond « Non, je ne suis pas là pour vous tuer, ni vous juger. Je suis là pour vous proposer simplement de rejoindre le protectorat du lion, de continuer à servir l'Imperium et de me servir, si vous le souhaitez, ensemble pour protéger l'humanité. » Et en fait, en parlant, il aperçoit en fait tout un tas d'humains qui sont parmi eux, alors qui se cachent dans les embrasures de fenêtres, derrière une porte, derrière un conteneur. Et du coup, il rajoute je vois que vous ici, vous avez aussi des humains. Donc, alors, il imagine peut-être même que vous vivez en harmonie à un tel point que vous vivez en tant qu'égaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le post-humain et l'humain, mais que c'est simplement une sorte de confrérie de gens qui partagent en fait un seul et même but. Et il leur dit si vous voulez continuer, vous défendez sans doute les humains de cette zone, mais est-ce que vous ne voulez pas étendre cette zone-là et protéger encore plus d'humains? Et malheureusement, les autres n'ont pas l'air de réagir. Et Kay approche et Kay leur dit simplement « Je pense que vous avez peur ». Alors le lion tout de suite évidemment s'énerve, pourquoi? Parce qu'il y a un certain statu quo jusqu'à présent et l'agressivité dont fait part Kay, en étant aussi arrogant, va déstabiliser les choses. On voit que certains Space Marines commencent à porter leurs mains à leurs armes, mais Kay continue sans se déstabiliser et sans aucune agression. Il continue, mais je sais ce que vous êtes, je sais ce que vous ressentez. Nous ne connaissons pas la peur, mais nous avons peur de ne pas trouver notre place dans cette galaxie. À l'époque de la Grande Croisade, nous étions une confrérie qui agissait d'une façon magistrale. Nous étions une force implacable. Nous étions la première légion, le maître étalon, ce à quoi tous les autres Space Marines devaient se comparer. Maintenant que nous sommes brisés depuis la chute, nous sommes brisés seuls et nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons peur même de qui nous sommes et de ce que nous aurions pu devenir. Je le sais, ce sentiment, je le partage aussi, mais regardez cet homme, Lionel Johnson, il est là pour nous offrir une chance, et cette chance, je veux la saisir, et s'il y a quelque chose à faire, je veux retrouver l'ombre, ou en tout cas l'espoir de ce qu'était notre Légion et cette fraternité. Et c'est à ce moment que le lion repense à quel point il est heureux dans ce moment, il est heureux de retrouver ses fils disparus depuis tant d'années, parce que la fraternité et ce sentiment d'amitié aussi qu'il pouvait y avoir entre eux, c'est quelque chose de très fort et c'est ce pourquoi ils ont été créés et c'est le cadre dans lequel ils se sentent le plus à l'aise.
pas dans la structure de l'Imperium, mais dans la structure des Astartes avec leur chaîne de commandement, leur symbolique. Mais le lion aussi éprouve un réel plaisir à retrouver en fait ses fils. Alors, dans les 7 déchus qu'il y a devant nous, eh bien, il y a un Tech Marine. Ce Tech Marine enlève son masque et on voit qu'il est extrêmement vieux. Donc, il annonce au lion, cela fait plus de 700 ans que je suis là et l'Imperium a bien changé et j'annonce qu'il est, je suis prêt à affirmer qu'il est beaucoup plus corrompu et déchu par rapport à ce que vous avez pu connaître à l'époque. Donc, pourquoi devrions-nous continuer à protéger cette carcasse de l'Imperium alors que nous ne nous reconnaissons plus dans ce qu'est l'Imperium actuellement? Et là, Lionel Johnson a un argument vraiment fort. Il lui dit, mais en fait, tu défends des humains ici. Pourquoi ne devrais-tu pas défendre les autres humains? Ces autres humains, en fait, ne sont pas responsables des actes de leurs aïeux. Et ils sont attaqués par les forces extraterrestres, par les Xénos. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, Space Marine, nous, Primarch, nous n'avons pas su les défendre, nous n'avons pas su éradiquer toute menace dans la galaxie. Donc pourquoi les juger eux, alors que c'est de notre faute si l'Imperium est assailli? Ainsi que ceux qui sont passés du côté du chaos. Ceux qui sont passés du côté du chaos, est-ce leur faute? Non, c'est nous qui avons failli. Encore une fois, c'est notre faiblesse en tant que Space Marine qui a causé l'Imperium tel que tu le connais maintenant. Donc pourquoi juger simplement les humains de cet Imperium-là pour des choses que nous avons fait? Nous avons la chance maintenant de pouvoir les protéger à nouveau et réparer ce que nous avons fait. Ça, c'est un message que je trouve très fort parce que, en effet, au lieu de simplement dire oui, bah regarde l'Imperium dans lequel il est, c'est de la faute de ceux qui s'en occupent maintenant. Non, il dit c'est nous les responsables. Et ça, c'est vraiment très profond parce que ça remet chaque Space Marine plus ou moins à sa place en disant c'est peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au moment donné, que maintenant c'est devenu tel que c'est. Et les humains de cette époque-là font de leur mieux pour vivre dans le cadre qu'on leur a donné il y a plus de 10 000 ans. Donc, eh bien, ne les juge pas pour ce qu'est l'Imperium, c'est de notre faute ce qu'est l'Imperium. Alors, la plupart des Space Marines se sont exprimés, mais Locke, toujours, eh bien, lui, ne s'est pas exprimé. Donc, Guen demande, mais toi, es-tu aussi éloquent que Kay? Locke répond simplement, non, moi je suis simplement le lion. Et là, on a un apothicaire parmi les 7, donc c'est bien parce qu'on récupère et un Tech Marine et un apothicaire, c'est plutôt pas mal. L'apothicaire dit, mais tu as l'air d'avoir une blessure assez importante, est-ce que tu veux que je regarde ou que je te soigne? Et là, le lion répond simplement, non, il ne souhaite pas enlever son armure, nous n'avons jamais vu son visage. Et l'apothicaire demande, c'est assez étrange, non? Est-ce que ça n'éveille pas des soupçons en vous? Et là, il y a un passage très fort, à nouveau, du lion. J'imagine que bon nombre de mes fils ont développé des traits de caractère insolites depuis la chute. Locke m'a prêté allégeance, et jusqu'ici, je n'ai pas eu de raison de douter de sa parole. Et je vous traiterai de la même manière. Et ça, c'est un message qui fait mouche. Pourquoi? Parce que on se rend compte, bien sûr, que chaque Dark Angel, chaque déchu, eh bien, a changé un petit peu et a sans doute été obligé de faire des choses dont il n'est pas forcément fier. Changer des pièces d'équipement pour échanger bafouer plus ou moins les règles de l'honneur. Enfin, vous voyez, on peut imaginer tout un tas de choses. Et en fait, la preuve de ce grand pardon est le fait de la tolérance qu'il a envers Locke, qu'il juge uniquement sur ses actions présentes et pas sur ce qu'il a pu vivre ou faire. Eh bien, ça touche la corde sensible des déchus qui est en face, et c'est ce qui va décider certains déchus, justement, à les rejoindre. Et au final, eh bien, comme d'habitude, il y en a un qui fait le premier pas, puis ensuite un deuxième, et ensuite tout le monde est prêt à rejoindre, eh bien, la force, en fait, le protectorat du lion. Alors, il y a un petit échange qui commence à se faire, et là, tout d'un coup, on entend directement un message des vaisseaux, Seigneur Lion. Alors le Seigneur Lion, bien sûr, est un petit peu embêté quand on l'interrompt juste à un moment de retrouvailles aussi fraternelles avec ses fils, mais j'espère que c'est important. Oui, c'est important. Nous avons capté un message de détresse. Et là, on sent que le lion, son instinct de chasseur, reprend le pas. Fin du chapitre. Alors déjà que je trouvais qu'on rassemblait pas mal de déchus, là, on en rajoute 7 autres, on rajoute l'apothicaire, on rajoute le Tech Marine, on se croirait dans un jeu vidéo. Voilà, on a l'équipe complète, là on est prêt, on va y aller, on a des vaisseaux, on a une base spatiale. Bon, je pense que dans toute la partie retrouvailles avec ses fils, je pense qu'on a fait le tour. Alors, un passage que je vous ai pas narré ici, c'est que parmi en fait les déchus, il y en a un qui demande au lion, mais qui combattez-vous en ce moment? Eh bien, le lion répond, nous combattons
combattons les 10 000 yeux. Et là, il fait « Ah, très bien, vous combattez Sérafax, oui, moi aussi, j'ai envie de lutter contre Sérafax. » Et il apprend au lion que Sérafax, c'était un des fidèles qui était avec Luther et qui était un des favoris de Luther. Donc il lui a bien trahi l'Imperium, bien trahi les Dark Angels, le lion qui mérite son courroux et qui a été l'instigateur justement de cette force du chaotique et qui regroupe les 10 000 yeux maintenant. Donc on sent que lui par contre il a bien mené sa barque, hein, parce que quand on voit que certains de ses frères déchus vivent simplement seuls, lui il a quand même réussi à former une flotte complète avec beaucoup de vaisseaux, un mini-empire, même un empire, je pense qu'on peut utiliser le mot. Donc voilà, ça va être l'ennemi à abattre et c'est aussi ce qui va attirer justement le lion et on va arriver justement dans ce côté, le lion certes est très tolérant, très empathique, mais surtout il ne supportera pas la trahison et je suis certain qu'il va régler son compte à Sérafax, hein, j'imagine en tout cas. Mais voilà, on va rentrer, je pense, dans une nouvelle phase du roman. On a eu toute la phase un peu préparatoire où on mettait en place les différents éléments, les différents personnages. Là, je pense qu'on a suffisamment de personnages. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que ça a passé sur un autre aspect de la narration. Ça, en tout cas, vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Moi, je vais vous laisser là pour celle-ci. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à me soutenir sur Tipeee. C'est comme ça que je vis grâce à vos dons. Vous avez aussi tous les liens d'affiliation, vous les avez dans la description de la vidéo. Et puis, vous savez, hein, en contrepartie, si vous me suivez sur Tipeee, vous avez ces vidéos en avance, sans publicité et en version podcast sur directement YouTube. Voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Rendez-vous dans une prochaine vidéo lore ou autre chose. Allez, à bientôt. Salut à tous.